Alors bonjour à tous, aujourd'hui, 250 invités, on est déjà plus de 70 connectés là, visiblement le sujet passionne parce que je pense que c'est nos meilleurs scores, Sarah, pour l'instant. Oui, Donc bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'acronymes barbares, NFRD, CSRD, sujet passionnant s'il en est. Le reporting ESG, avec, nos invités aujourd'hui, Elisa et Maya. Merci beaucoup d'être là. Donc petite introduction comme d'habitude. Notre webinaire mensuel, les AFR et puis ce qu'est le risque, avec une communauté qui grossit un peu plus chaque mois, puisqu'on a de plus en plus de monde, sur ces événements. Donc là, on a 1 heure pour discuter de ce reporting et d'autres potentiellement. Toujours comme d'habitude, vous aurez, les slides à la fin de la présentation. Et on va pouvoir démarrer. Sarah, un petit mot sur les AFR comme d'habitude oui, bien ou sûr. déjà tellement connu qu'on passe à la suite? Non, non, il faut continuer par de la promo pour les AFR quand même, quelle idée. Qui Merci êtes-vous? beaucoup. Qui êtes-vous? Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire, donc effectivement organisé à la fois par Scalvis, qui est représenté par Hugo, et moi-même, qui représente les acteurs de la finance responsable, une asso qui compte aujourd'hui près de 350 personnes. On est de plus en plus nombreux pour discuter de toutes ces thématiques, pouvoir avancer sur les sujets de reporting, de finances durables, bosser avec les émetteurs, avec tous les intermédiaires qui permettent de traiter cette donnée extra-financière et échanger aussi sur les réglementations. Et on est accompagné aujourd'hui de 2 personnes, Maëva et Elisa, qui sont avec nous aujourd'hui. Et je vais peut-être, mesdames, vous laisser vous présenter pour commencer. Peut-être à toi de jouer, Elisa, pour démarrer. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Elisa Madavi, directeur du programme du pôle performance ESG au sein du groupe EDF. J'ai un parcours plutôt, on va dire, en 2 temps forts. Le premier temps, c'était plutôt dans, dans les cabinets de conseil en stratégie opérationnelle et transformation avant de rejoindre le groupe EDF, dans lequel j'ai évolué jusqu'ici dans de la filière finance et gestion. Donc, je suis une financière et j'ai rejoint les équipes de développement durable il y a 2 ans lors de la création en fait du pôle performance ESG. Et aujourd'hui, je pilote 4 activités. La première, c'est tout ce qui est autour de la data. On va en parler. La data extra-financière. La deuxième, c'est tout autour de reporting volontaire, reporting réglementaire. Donc, on est en plein cœur de le sujet aujourd'hui. Le troisième activité, c'est les relations qu'on peut avoir avec les investisseurs socialement responsables et les agences de notation extra-financière. Et quatrième, c'est tous les outils du financement durable et responsable, sustainable financing, que le groupe EDF met en place, que ça soit autour de social bond, green bond, et c'est une des activités de mon équipe de coordonner avec la direction financière le reporting, les indicateurs de performance qui font que on a de plus en plus de crédits, que ce soit les lignes de crédit qui sont indexées ESG ou d'autres financements tels que social bond et les obligations vertes. Voilà. Merci beaucoup, Elisa. Super parcours. On va avoir du coup plein de choses à se raconter sur ces thématiques qui, je pense, vont intéresser nos amis financiers qui ont rarement l'occasion de discuter avec les émetteurs. En tout cas, dans nos webinaires, on a un peu de mal à les inviter. On n'en a pas beaucoup qui veulent bien venir. C'est parfois un peu un défi parce que c'est un autre monde finalement. On est des deux côtés, donc c'est hyper intéressant pour nous d'avoir voilà un émetteur qui va nous en parler, nous raconter à quel point ça peut être parfois simple, parfois compliqué. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Et du coup, cette fois-ci, parole à un intermédiaire, en tout cas un fournisseur de données et pas que, avec Maya qui va nous dire un mot. Maya, on t'écoute. Bonjour, donc moi je m'appelle Maya Godmer, je travaille chez Bloomberg Nef. Bloomberg Nef, c'est le pôle de recherche, un des 2 pôles de recherche de Bloomberg. Donc on a un pôle de recherche qui s'appelle Bloomberg Intelligence, qui est un peu comme de la recherche sell-side.
Et Bloomberg Nef, ça existe depuis à peu près, je crois, une quinzaine d'années. Ça a été racheté par Bloomberg il y a à peu près 10 ans. Et en gros, c'est un pôle de recherche sur la transition énergétique et ce que ça signifie pour les différentes industries, ce que ça signifie pour le secteur de l'énergie, voilà, en gros, la digitalisation, tout ça. Et moi, je suis chercheuse dans l'équipe finance durable. Et mes aires de recherche sont à la fois la finance durable, donc tout ce qui est lié à la dette durable, aux dérivés, comment on finance la transition en fait. Donc c'est assez proche de ce que Elisa a expliqué sur la partie au niveau du corporate, comment ils émettent leur dette durable, enfin ce genre de choses et font le reporting là-dessus. Après, j'ai un pôle de recherche qui est plutôt sur la finance de transition. Donc vraiment regarder tout ce qui n'est pas vert, mais qui a un impact environnemental, qui est là pour décarboner les industries lourdes. Et mon troisième pôle de recherche, c'est sur les régulations. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'écris et j'explique comment implémenter les différentes régulations, leur impact sur les marchés, ce que ça signifie pour les émetteurs et pour les investisseurs et les prêteurs, les instituts de crédit, ce genre de choses. Et je fais aussi partie je suis Sherpa à la plateforme sur la finance durable, qui est du coup le groupe d'experts mis en place par la Commission européenne. J'ai beaucoup travaillé sur la taxonomie en particulier. Et maintenant, on travaille un peu plus sur justement les intersectionnalités entre la taxonomie, CSRD, SFDR, enfin, tous les super beaux acronymes qu'on va utiliser aujourd'hui. J'espère qu'à un moment, on va les définir quand même. Et voilà. Merci beaucoup, Maya. Donc, effectivement, on va parler beaucoup d'acronymes, mais on compte sur vous deux pour être le plus pédagogique possible afin qu'on ne perde personne. Mais rassurez-vous, de toute façon, si jamais il y a des questions, tous les participants peuvent les poser au fur et à mesure dans le chat. Et en deuxième partie d'échange, on va répondre à toutes ces questions-là. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des gens qui perdent le fil à un moment. On est là pour vous aider et pour repartir avec un maximum d'informations sur le sujet. Et d'ailleurs, donc parlons peut-être un instant de notre thème du jour, donc CSRD. Car comme vous le savez, tous les mois, on aborde un tas de thématiques réglementaires, data, marché, toujours plutôt côté institutions financières. Et l'idée de ce webinaire, c'était justement de discuter un petit peu plus de ce qui se passe côté émetteur, parce que c'est quand même les principaux intéressés. Et l'idée étant qu'on puisse comprendre les enjeux de chaque côté, travailler ensemble au mieux, se parler, comprendre les défis auxquels peuvent se confronter les émetteurs. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait ce webinaire, en particulier forcément sur ces questions de réglementation, puisque au-delà d'une nécessité de nous fournir des données à nous les investisseurs, eh bien aujourd'hui c'est une obligation réglementaire depuis les années 2010 en France et le Grenelle 2 en particulier, et forcément à l'Union européenne depuis la fameuse réglementation NFRD pour le coup. Et bien entendu, de ce fait-là, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises remplissent cette fois-ci des DPEF, des déclarations de performance extra-financière. Elles nous donnent de l'information, de la donnée, elles nous partagent leurs enjeux extra-financiers. Mais ces réglementations, elles ont maintenant quelques années, le marché évolue. L'Union européenne a fait beaucoup de choses ces dernières années et forcément, ça nécessite une petite mise à jour. Cette mise à jour, c'est le fameux CSRD dont on va parler aujourd'hui. Et je vais peut-être tout de suite laisser la parole à Maya, justement, pour que tu puisses un petit peu nous donner une vision d'ensemble, comment cette révision de NFRD, qui va s'appeler CSRD, elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne, du plan de finances durable, à quelle échéance, bref, que va-t-il se passer dans les grandes lignes, en tout cas, Maya? Je trouve que c'est des super questions parce que ça explique aussi qu'on est sur un plan complet au niveau de l'Union européenne. Il se passe beaucoup de choses. La première chose que je voulais expliquer un peu à tout le monde pendant le webinaire, c'est déjà comment ces régulations, elles sont développées au niveau européen en ce moment, qu'est-ce qu'on voit arriver. Et en fait, il s'avère que si on retourne quelques années en arrière, l'Union européenne a développé son plan d'action sur la finance durable pour pouvoir financer ce qu'ils appellent une croissance durable au niveau européen. Et du coup, ce qu'on a vu pour le moment, alors sur toute la gauche, c'est plutôt les régulations qui ont été mises en place
et puis qui sont déjà en force. Donc, la taxonomie a été passée l'année dernière. On a les premiers reporting qui sont en train de se passer cette année sur l'éligibilité. Donc ça, c'est une vision qui est à la fois côté émetteur et à la fois côté investisseur et aussi institut de crédit. Parce qu'il ne faut pas oublier que les banques aussi doivent reporter leur éligibilité et leur alignement à la taxonomie. Il y a la partie SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui là regarde vraiment le risque lié au développement durable, au sustainability risk, donc quel est l'impact des investissements sur l'environnement, mais aussi de l'environnement sur les investissements. Donc ça, tout ça, pour le moment, c'est déjà mis en place. On n'a pas toutes les réponses à toutes les questions, mais c'est déjà bien en place. Les premiers reportings sont en train de se faire. Puis, on a d'autres aspects. En fait, l'Union européenne, au fur et à mesure, essaye de créer ce plan où, en fait, on a tout un appareil législatif qui se développe pour finalement changer le paradigme financier, permettre plus de reporting sur les aspects extra-financiers, donc tout ce que fait Elisa, et essayer de créer de la standardisation entre tout ce qui se passe au niveau européen. Donc, on a en plein développement le standard pour les obligations vertes, qui sera un standard européen. On a des benchmarks climatiques pour pouvoir permettre de benchmarker les portefeuilles. Et là, on a justement CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est en fait, alors pour remplacer la NFRD, mais la NFRD, elle forçait déjà les grandes entreprises européennes à faire du reporting extra-financier, mais pas d'une manière standardisée. C'était juste, il fallait reporter la performance extra-financière, mais quand on est un investisseur, les entreprises, elles reportaient de manière complètement différente. Donc, l'idée de la CSRD, j'ai mis les autres législations sur la droite, juste pour que tout le monde puisse avoir accès une fois que vous aurez les slides. Mais si maintenant on se ressent un peu plus sur la CSRD, c'est quoi son but? Son but, c'est de réviser et de remplacer ce qui se passait au niveau de la NFRD. C'est aussi de s'assurer que les entreprises, elles font des reportings qui soient à la fois beaucoup plus au fait des besoins des investisseurs pour répondre aux autres demandes législatives. Les investisseurs, ils doivent reporter la taxonomie, ils doivent reporter sous SFDR, donc ils ont un certain nombre d'indicateurs sur lesquels ils doivent eux-mêmes reporter leur performance extra-financière. Et du coup, la CSRD veut développer les outils qui permettent de faire ça. Donc, ça, c'est les ambitions de cette nouvelle régulation, enfin, de cette nouvelle directive, parce qu'on va en parler un peu plus tard après. Ce n'est pas une régulation européenne, c'est une directive européenne, et c'est un détail qui est important. Sur l'autre aspect de l'ambition de CSRD, c'est qu'elle augmente le périmètre des entreprises qui doivent faire ce reporting. Sur NFRD, on était sur plusieurs milliers d'entreprises qui tombaient dans le scope de la NFRD. Là, on est en train de faire grandir le nombre d'entreprises qui doivent reporter. On n'est plus seulement sur les entreprises listées. Il y a un certain nombre de critères aussi, on en parlera, qui rentrent en jeu. Mais ça pourrait faire augmenter le nombre de reporting de quelques milliers à 50 000 entreprises, pas seulement européennes, mais aussi toutes les entreprises qui vendent, qui ont des opérations sur le lieu européen ou qui sont listées en Europe. Donc ça aussi, c'est un grand changement. Et après, au niveau du reporting en lui-même, il impose un reporting taxonomie. Le scope, le périmètre de la CSRD va définir le périmètre de reporting de la taxonomie. Donc, les entreprises qui seront obligées de reporter sous CSRD vont devoir reporter leur taxonomie. Donc, de fait, ça va augmenter le nombre d'entreprises qui reportent leur taxonomie, leur alignement à la taxonomie. On a un reporting de ce qu'on appelle les PAIs, qui sont des indicateurs qui sont demandés aux investisseurs sous SFDR, qui vont être demandés d'être reportés sous CSRD. Et il y a tout un nombre de développements de standards qui sont en train d'être créés, plus ou moins en alignement avec les standards qui sont déjà existants. Au niveau des implémentations, alors, j'ai mis des timelines dans les explications, mais ça va très probablement changer. Jusqu'à présent, on a eu l'adoption de la CSRD en tant que proposition législative en avril 2021.
Donc, la Commission européenne a voté la création de la CSRD. Maintenant, les grandes discussions, c'est la création de la CSRD. Donc, on a une première partie de la création et des standards qui devraient se passer. On a 2 types de standards. Donc, on a un standard qui est plutôt générique, le premier set de standards, et un deuxième partie de standard qui va être créé au sein de la CSRD, qui va être plutôt sectorielle, avec une vision plus secteur spécifique. La première partie de la CSRD avait été annoncée pour être finalisée en juin 2022. Après, il y a toute la partie de vote au niveau du Parlement, du Conseil européen et de la Commission. Le deuxième set de standards devrait se passer, était aussi prévu pour le premier trimestre 2020, deuxième trimestre 2023, troisième trimestre 2023. Ça va potentiellement bouger, il y a un peu des retards qui sont annoncés, ça on ne sait pas trop encore. L'intérêt, c'est aussi la timeline d'implémentation. Donc, la proposition au niveau européen de la Commission européenne, c'était au début d'imposer le reporting CSRD à partir de 2024 sur l'année 2023. C'était très ambitieux. On commence à voir au niveau du Conseil et du Parlement des demandes, par exemple le Conseil de l'Europe et les États membres, on commence à dire en fait on pourrait avoir une implémentation qui soit divisée sur plusieurs années suivant le type d'entreprise, parce que plusieurs types d'entreprises sont intégrés dans la CSRD, à la fois les grandes entreprises, j'ai mis les critères sur la droite, mais aussi les petites et moyennes entreprises qui sont listées. Donc ça, on pourrait avoir une implémentation progressive de la CSRD, c'est ce qui peut se passer. Donc voilà, pour donner un état d'esprit, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, on verra si on a des questions, je veux faire attention au temps, mais voilà en gros où on en est pour le moment. Merci beaucoup Maya, c'est parfait, très clair, et je pense que déjà on a fait un peu la grande photo de famille, la big picture, et maintenant on va pouvoir aller un petit peu plus dans le détail petit à petit. Et justement, Elisa, comment on fait quand on est une grande entreprise comme EDF pour se préparer à ces évolutions réglementaires? Quel regard vous portez sur toutes ces évolutions? Est-ce que vous y participez? Est-ce que vous regardez simplement? Quelles sont vos attentes peut-être aussi? Comment ça se passe en interne? Alors Elisa, je crois qu'on vous entend pas. Faut peut-être remettre en route le micro, c'est mieux. Pardon, oui, merci Sarah. Alors effectivement, pour revenir un peu finalement au contexte d'EDF, EDF, bon, c'est un grand acteur national en France. On est aussi le premier producteur sans CO2 au monde, sans CO2 direct. On a 30 millions de clients, donc un contexte à la fois national et international. On a une direction recherche et développement qui travaille depuis plusieurs années, plus de 15 ans, sur des problématiques et liées au changement climatique, plus sur les aspects de adaptabilité de nos ouvrages. Ça, c'est le côté environnement. C'est vrai que, quand on a également cette responsabilité de construire des barrages, toutes les questions de la biodiversité, on a commencé à les regarder assez tôt. Sur le plan social, on le sait, c'est une vocation sociale très forte, et de dire que l'énergie est un bien commun, et donc on met en œuvre tout pour que l'électricité soit, on va dire, partout où nous opérons, puisse être accessible à un prix abordable. Donc tout ça, en fait, pour vous dire que les questions, on va dire, environnementales et sociales a toujours été au cœur de préoccupation d'EDF. Mais depuis, on va dire, 2 ans, ce qui a vraiment changé la donne, c'est le vote de notre raison d'être à l'AG de 2019, qui aujourd'hui, en fait, qui a un peu formaté, qui guide aujourd'hui un peu toutes les actions du groupe, que ça soit la RSE, les investissements, la stratégie globale. Et donc là-dessus, c'est
ici que nous avons basé tous nos reporting, on va dire, tous nos narratifs extra-financiers en disant que voilà, on a une raison d'être. Donc c'est une phrase qui est assez longue pour justement ne pas être confondu avec un slogan marketing. C'est construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité, à des solutions et services innovants. Donc finalement, grâce à ces 4 piliers, nous allons adresser les challenges, les plus grands challenges de l'écosystème ESG dans les années à venir, dans les décennies qui est devant nous. Donc on a refait également par rapport à cette raison d'être nos engagements RSE. Donc comme vous pouvez voir ici, il y en a 16. On dit comment ces engagements contribuent aux objectifs de développement durable de l'ONU, sur lesquels les investisseurs aujourd'hui se basent pour dire est-ce qu'ils font ou pas des investissements à impact. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'on a un socle sur lequel nous reportons tous les ans, et sur ce socle, on dit qu'il faut bâtir des données fiables. Cette donnée, on en a parlé, un des objectifs de standardisation est de rendre finalement la data ESG, la data extra-financière, fiable, standardisée et homogène. Et donc nous, on a déjà commencé en fait ce travail en mettant en place ça soit au niveau des compétences ou au niveau des fonctions similaires à ce qu'on fait en finance pour la consolidation de toutes les données. Donc, quand on dit culture, mettre la culture de la donnée au centre de la conduite du changement qu'on a mené auprès de nos entités, faire en sorte que via un controlling, la donnée soit de plus en plus fiabilisée, qu'on puisse vraiment, faire la faire parler pour sortir les éléments qui montrent et qui valorisent la performance ESG du groupe EDF. Et finalement, ce qu'on a dit, c'est que on disclose, on publie la donnée extra-financière 4 fois par an au rythme de nos résultats financiers, parce que là, on est persuadé que la notion de performance, elle doit être intégrée, et les messages clés ESG passent également 4 fois, ça soit dans les résultats trimestriels, semestriels, les 9 mois et annuels. Donc, elle est ainsi valorisée avec un certain nombre de livrables. En bas, vous voyez, on a le fameux URD, la DPEF. Je vais le détailler plus loin. Et puis, ce qu'on a mis en place également, c'est ce qu'on appelle PAC ESG. Ce sont toutes les données aujourd'hui demandées après, on va dire, une dizaine d'années de feedback par les investisseurs, par les agences de notation qu'on a mis en catégorie E, S et G, et qui sont bien sûr publiques et téléchargeables sur notre site internet. Donc là, on a pareil, je rappelle ce que Maya a dit, c'est qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de standardisation, les entreprises elles sont obligées en fait d'inventer leurs propres indicateurs. Et nous, on pense aussi que l'indicateur de performance doit être quantifié. Il y a évidemment des évaluations qualitatives, mais ce qui compte, ce sont des évaluations quantitatives. Et ce qu'on a mis en place depuis 1 an, c'est de rendre compte de ces engagements RSE avec des indicateurs quantitatifs qui sont mesurés, audités chaque année et publiés dans nos documents de référence. Enfin, sur le plan reporting réglementaire, et ce qu'on fait également, c'est que comme il n'y a pas de standard aujourd'hui, on essaye de nous aligner sur les meilleurs standards du marché qui sont aujourd'hui en fait des référentiels tels que SOSBI, tels que TCFD, qui est plutôt un reporting sur le climat, et GRI. Et on démontre, parce que c'est aussi une demande des investisseurs, de montrer les alignements de nos différentes parties de reporting par rapport à ces référentiels-là. Et comme
c'est assez difficile parce qu'on peut pas faire autant de reporting que ce que ces référentiels demandent. Ce qu'on fait en général, c'est que dans notre fameuse DPEF, on fait des tables de correspondance pour montrer à nos parties prenantes où sont les éléments qui démontrent que nous sommes alignés avec ces références. Et enfin, effectivement, on répond, compte tenu de la taille d'EDF, de la diversité de ces variations, on est finalement soumis à toutes les règles et toutes les réglementations aujourd'hui en vigueur. Donc, la DPEF, que je rappelle, c'est une traduction dans la juridiction française de la fameuse NFRD. Donc, on va voir comment il va être amené aussi à évoluer au fur et à mesure qu'on met en place CSRD. Donc, aujourd'hui, les rapports publiés dans l'URD d'EDF sont bien sûr déposés à l'AMF, audité avec une assurance parfois raisonnable, parfois modérée selon les indicateurs. Et donc, on est bien placé, on va dire, pour commencer les CSRD parce que, enfin, quand je dis on, c'est les entreprises françaises parce que à l'époque où le fameux non-financial reporting disclosure a été suggéré au niveau européen, la France a choisi les options les plus exigeantes telles que la double matérialité, telles que la vérification. Et je dirais qu'on est à peu près aujourd'hui plus tranquille que certains autres pays européens qui doivent commencer à réfléchir, à faire auditer leurs data. Et il y a une différence énorme entre une donnée qu'on demande, une donnée publique auditée et une donnée qui est tout simplement publique et non auditée. Donc ça, c'est une autre histoire. On va revenir peut-être plus au moment des questions. Pardon. Merci beaucoup, Elisa. C'est top, c'est très pertinent. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur comment ça marche à l'intérieur. On va peut-être laisser la parole maintenant à Maya, justement, pour qu'on discute un peu des impacts que, du coup, toutes ces nouvelles règles vont avoir. Alors, on parle de standardisation, on espère un impact positif, forcément, mais pas que. Il y a aussi d'autres impacts qui vont peut-être apparaître. Donc, Maya, à toi de jouer pour nous en dire plus. Côté institution financière, comment on va vivre tout ça? Oui, je pense que c'est important, mais en même temps, je trouve ça super parce que Elisa a déjà fait aussi la relation sur ce que les investisseurs demandent. Je pense que EDF a aussi répondu aux attentes du marché, la nécessité de standardisation de données, la nécessité de transparence. Je pense que CSRD, ce que ça met en avant aussi, c'est de montrer que les acteurs financiers ont autant de besoins maintenant de données extra-financières que de données financières finalement. C'était une demande depuis très longtemps quand même. Enfin, je suis depuis moins longtemps dans le marché que vous deux, mais pourtant, le peu de temps que j'ai été, c'est-à-dire ces 5 dernières années, j'ai l'impression que ça a été presque la discussion la plus importante. Et du coup, quand on regarde CSRD, qu'est-ce que ça apporte? Sur la partie positive, parce que j'avais quand même envie de donner aussi une vision des principales lacunes de CSRD pour le moment, mais sur les parties positives, déjà, c'est ça, c'est que ça répond à cette demande de données standardisées, ça soutient les investisseurs pour permettre de créer des stratégies autour de la finance durable. Ça fait des années qu'on dit, bon ben voilà, il faut valoriser le risque climatique, il faut pricer les externalités positives et négatives des entreprises. Le problème, c'est que ça, pour les financiers, c'est impossible si la donnée n'existe pas. Et si la donnée n'est pas comparable entre une entreprise et une autre. Parce que le vrai problème, c'est que même si, par exemple, sous la NFRD, il fallait reporter le carbone, l'impact carbone, j'utilise des termes très, très génériques on purpose, quoi, par principe, parce que justement, c'était des termes très génériques. Si on a une entreprise qui rapporte de l'intensité carbone alors qu'une autre rapporte du carbone absolu, il y en a une qui met que ses scope 1, scope 2, la troisième met aussi les scope 3, c'est impossible pour les financiers de comparer l'un et l'autre. Et là, je parle avec ma casquette plus Bloomberg, qui est un provider de données. Nous, on fait face à ces demandes-là au quotidien. Après, donc c'est ça que déjà la CSRD va permettre. La deuxième partie, qui fait beaucoup plaisir aux investisseurs, c'est que ça va étendre
le reporting taxonomie. C'est-à-dire qu'il faut bien se souvenir, et on a fait des webinaires dans le passé avec ScaleRisk, et je sais que ScaleRisk et les AFR ont fait beaucoup de webinaires sur la taxonomie, donc je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant de ce qui se passe, mais la taxonomie, pour le moment, en fait, elle n'a pas son propre périmètre de reporting. C'est-à-dire que elle impose le reporting taxonomie à toutes les entreprises qui sont dans le périmètre de reporting de la NFRD, et elle impose le reporting taxonomie à tous les asset managers qui sont dans le reporting SFDR. Donc, de fait, l'idée, c'est que d'après un des articles de la taxonomie, une fois qu'on aura étendu le périmètre et défini le nouveau périmètre de la CSRD, la taxonomie va de facto utiliser ce périmètre de reporting pour imposer le reporting taxonomie. Donc, en fait, ça va faire grossir naturellement le nombre d'entreprises qui vont devoir faire un reporting taxonomie. Ça, les investisseurs sont très contents parce que pour le moment, quand ils doivent faire leur reporting taxonomie, ça réduit quand même la possibilité d'alignement, parce qu'au final, si vous avez que 30% de votre portefeuille qui rapporte sur la taxonomie, le maximum que vous pouvez avoir d'alignement avec la taxonomie, c'est 30%. Après, c'est de l'estimation. Donc, si dans 2 ans ou 3 ans, soyons ambitieux, si dans 2 ans, on a du reporting taxonomie qui se passe sur, je ne sais pas, beaucoup plus, peut-être 60% d'un cross-asset européen, portfolio européen, du coup, ça veut dire qu'on a un potentiel de 60% d'alignement ou au moins d'éligibilité. Donc ça, c'est super pour les asset managers, et puis après, pour les banques aussi qui doivent faire leur reporting. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ça étend le périmètre de reporting au-delà des frontières, pour le moment, sur ce qui est annoncé au-delà des frontières de l'Union européenne. Ça va être des discussions diplomatiques aussi, mais toutes les entreprises qui sont listées en Europe tomberaient sous le périmètre de la CSRD, donc ça, c'est aussi une bonne chose. Et puis, moi, il y a une partie où je suis plutôt optimiste, BINEF est plutôt optimiste, c'est que, a priori, le régulateur, et on a déjà des questions dans les questions du public, donc je pense que on va en parler, mais il y a une volonté d'aligner la CSRD avec d'autres régulations existantes, telles que SFDR et la taxonomie, et aussi de discuter, c'est l'EFRAG qui est en charge de développer le standard de standard de reporting de la CSRD, mais il y a une volonté d'intersectionnalité, de voir comment CSRD interagit avec ce qui va être développé au niveau de ISSB, comment ça interagit avec la TCFD, comment ça interagit avec GRI, CDP. Donc, il y a quand même une volonté. Je pense qu'on va en parler un peu plus après, mais du coup, ça, c'est quand même un point positif. Sur les points négatifs, la CSRD, ça va être beaucoup de travail pour les entreprises. Des entreprises comme EDF, des entreprises comme Vinci, des entreprises comme Arcelor, comme SPI. Ça va être des entreprises qui vont peut-être avoir un peu moins de problèmes pour s'aligner avec les demandes du régulateur. Mais comme on étend énormément le périmètre de reporting, on peut se demander aussi si toutes les entreprises vont être capables de faire ce reporting, ou si certaines vont juste considérer ça comme un exercice de compliance qu'il faut faire, et du coup pas forcément pousser, et voir l'opportunité aussi que ça représente. Et c'est en ça que je trouve le discours d'EDF est intéressant, parce que je pense que s'il y a un bon travail qui est fait au niveau des régulateurs, si on a des entreprises qui parlent et qui disent, bon ben voilà, en fait, nous, de faire ce reporting, ça nous a permis d'engager une autre discussion avec nos investisseurs, d'engager une autre discussion avec nos banques, de montrer notre performance environnementale et sociale. C'est aussi une discussion avec la société. C'est une manière de minimiser le risque réputationnel, d'être beaucoup plus transparent aussi. Je pense que s'il y a cette discussion-là, alors on a moins de risques que le fait de s'aligner avec la CSRD soit juste un exercice de compliance, mais c'est quand même un risque. L'autre chose qu'on ne sait pas, c'est quelles seront les conséquences du non-reporting. On ne sait pas encore qui va contrôler le reporting. Alors, on sait qu'il va y avoir des audits, et qu'au début, les audits vont être on n'aura que des assurances partielles, parce que les auditeurs vont aussi apprendre au fur et à mesure à faire ce genre d'analyse.
mais on ne sait pas encore quelles seront les conséquences de la non-compliance. Il va falloir justement de la formation pour les auditeurs, les organismes de conseil. On voit aujourd'hui déjà les grands auditeurs, le Big Four, qui disent, bon, ben voilà, on va développer nos équipes ESG. Et le dernier point dont j'ai un petit peu parlé au tout début, c'est qu'il s'agit d'une directive et pas d'une régulation. Donc ça, c'est une grosse différence entre SFDR et la taxonomie, qui sont des régulations. Donc c'est-à-dire, c'est des législations qui sont mises en place au niveau européen et qui sont implémentées au niveau européen, contrôlées au niveau européen, et des directives. La NFRD était déjà une directive, la CSRD est une directive, et qui, en fait, sont mis en place au niveau européen, mais qui sont implémentés et retranscrits au niveau des États membres. Donc, c'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir des discussions sur, OK, donc c'est 250 employés minimum pour tomber dans le périmètre de la CSRD. Bon, bah, peut-être qu'en Espagne, ce sera que 200, peut-être qu'en Pologne, ce sera un peu plus. Enfin, on ne sait pas trop. Et ça, en plus, des fois, pour le moment, on a une timeline qui est très ambitieuse, mais la retranscription au niveau des États membres peut des fois prendre du temps aussi. Donc ça veut dire que pour les investisseurs, ça peut être un peu compliqué de se dire, alors le scope de la CSRD, il est tel dans tel pays, mais en fait, il est autre dans un autre pays. La législation, elle s'implémente de telle manière dans tel pays. Un peu. Donc ça, ça peut être un peu compliqué à naviguer pour les investisseurs et les banques. Et ça peut être une critique qu'il faut faire de ce point de vue-là. Ce que je voulais dire et sur lequel je vais finir, c'est que ce qui est assez intéressant quand même, c'est que pour les investisseurs et pour les banques, et je reviens d'une semaine à New York où justement il n'y a pas ça, c'est qu'il y a une visibilité sur ce qui se passe au niveau européen. Il y a une consistance des développements des législations. Il y a une vision et on se dit, ça ne va pas changer dès l'instant où on va changer de président. C'est quelque chose qui est mis en place au niveau européen. Ça fait partie du Fit for 55. Ça fait partie d'un plan européen qui ne va pas changer si dès l'instant où il va y avoir un changement de mandat au niveau des États membres. Et ça fait partie de tout un écosystème de régulation sur la finance durable. Et ça permet à l'industrie financière d'avoir une vision d'adaptation à court, moyen et long terme sur comment le paradigme financier va changer. Il y a eu la taxonomie, et c'est imparfait, évidemment. Il y a des choses qu'on va faire évoluer. Que les Européens, c'est des idéalistes. On cherche à mettre en place la chose idéale, et puis après, on ajuste au fur et à mesure. Mais il y a quand même une consistance qui est appréciable, je pense, au niveau des financiers. Donc voilà, là j'ai mis sur cette slide, après comme par ailleurs vous aurez les slides, tout ce qui est un petit peu développé au niveau européen, mais ça permet d'avoir de la visibilité, de la transparence pour les acteurs financiers, et en gros ça crée de la confiance au niveau financier, que par exemple la finance durable, c'est quelque chose de réel, c'est pas seulement une tendance de marché, c'est quelque chose qui s'instaure et qui va grossir au fur et à mesure des années. Donc, je pense qu'en ça, la CSRD, ça vient rajouter de la confiance dans ce développement. Merci beaucoup, Maya. Ça se termine sur un message très positif. Donc, idéaliste, on apprécie en tant qu'Européens de se faire traiter d'idéaliste. Allez, pourquoi pas. Non, c'est très positif et effectivement, il y a un vrai sujet. On est sur une tendance de fond et pas un marché à la mode. Et c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour les gens et pour la planète, on va le dire comme ça. Peut-être on va faire une dernière question rapide pour toi, Elisa, et ensuite on va attaquer les questions parce qu'il y en a pas mal. Quel conseil tu donnerais à un professionnel, justement, une entreprise qui n'était pas, qui était en dessous des seuils avant, qui va doucement tomber dans cette réglementation et qui ne s'est pas encore mis en route, tout simplement? Par où on commence quand on est un émetteur et qu'on a besoin de faire les premiers pas, et comment ça se passe? Voilà, le bon conseil de l'experte, finalement, dans ces cas-là. Alors, oui, on a vu, Maya a très bien décrit le fait que aujourd'hui, on est sur 11 000 entreprises
et on va aller jusqu'à 50 000 entreprises en Europe. Donc forcément, il y a beaucoup de TI, beaucoup de PME qui vont devoir reporter. Alors, je signale que parmi les entreprises, en tout cas les PME, les ETI, d'autres entreprises françaises qui sont pas soumises à la DPEF aujourd'hui, il y a quand même énormément de reporting volontaire qui existe sur le marché. Il y a même des entreprises qui font même auditer leur rapport RSE. Donc, il y a cette volonté de communiquer avec les différentes parties prenantes qui existent au-delà de la conformité qui va exiger un périmètre plus grand. Après, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est un peu peut-être en décalage avec le côté régulation, c'est de dire finalement, on a le choix de voir est-ce que la RSE pour une entreprise, est-ce que c'est on va dire un outil de compliance en plus, ou alors ça va faire que elle va apporter un vrai changement de paradigme, une vraie opportunité commerciale de business development, parce que c'est là, enfin, quand on fait, moi j'ai la conviction très forte que quand on fait les choses pour la conformité, pour être compliant, soit on le fait pas, et quand on le fait mal en fait. Donc ça peut pas être une fin en soi. Et l'idée, ça serait vraiment de dire finalement, l'essentiel est toujours avant l'évident. Il est évident que oui, pour se préparer, on a quelques années devant nous. Il faut anticiper, il faut aller lire et avoir les compétences pour lire les textes de la Commission européenne. Ils sont denses, ils sont facile, pas très facile à interpréter. Voilà, ça, c'est évident. On a en France la plateforme gouvernementale qui s'appelle la plateforme Impact, où il y a 46 jeux d'indicateurs ESG. Et je pense que finalement, c'est pas mal de commencer de dire, est-ce que finalement, pour une entreprise qui n'a rien fait jusqu'ici ou qui n'a rien, est-ce que j'ai cette donnée-là quelque part dans mes entités au sein de corporate? Donc, tout ça, il faut le faire, évidemment. Mais l'essentiel, ça reste que il faut voir si au plus haut niveau de l'entreprise, on est persuadé, la gouvernance est persuadée que la RSE en fait va apporter quelque chose, va être un élément différenciant et un élément de performance intégré. Je pense que finalement, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce socle fiable, on peut effectivement après regarder les données, les faire auditer, prendre peut-être des prestations pour commencer un reporting peut-être au début simplifié et puis être prêt au 2025-26 quand il y aura des textes beaucoup plus, on va dire, précis de la Commission européenne. Mais l'idée, en fait, reste que la RSE puisse être pour une entreprise un élément qui va changer, en fait, un change maker dans le business de l'entreprise. Merci beaucoup Elisa, c'est parfait. Effectivement, un vrai conseil très opérationnel finalement. Commençons avec les indicateurs impact et ensuite petit à petit, on se met en route et on engage surtout au maximum les directions parce que voilà, c'est pas esthétique ou compliance, c'est un changement de paradigme plus profond et dans un univers voilà, où ça va devenir la norme demain, il faut s'y mettre petit à petit. Merci beaucoup. Peut-être Hugo, je vais te laisser la parole maintenant pour qu'on attaque un petit peu les questions. Il y en a beaucoup, on a 15 minutes devant nous, on va déborder peut-être un petit peu, mais on va faire au mieux pour répondre à tout le monde. Donc Hugo, à toi de jouer pour les questions. Il y en a beaucoup et il y en a une au préalable que je voudrais te poser, Maya, qui est une question en fait pratique. Parce que là, je vous écoutais, je me mettais à la place de mes clients et du marché. Et je me dis, OK, je veux me lancer, je suis asset manager, je veux me lancer sur cette nouvelle norme. Est-ce que les fournisseurs de données ont déjà des packages disponibles sur CSRD? Oui, non. Et la deuxième question, en fait, c'est aujourd'hui, pour être compliant avec les reporting article 8, les PAI, la taxo, etc., tous les fournisseurs de données ont grosso modo une ligne de produits ESG et une ligne de produits taxo. Est-ce que vous anticipez de fondre un peu ces offres
et d'intégrer les données CSRD ou d'utiliser dans les données ESG, enfin de fusionner les deux, parce que en fait, moi, je me mets à la place de l'asset manager. L'inflation réglementaire génère évidemment une inflation de besoins en données et ça devient très très lourd. Ça devient très très lourd, pas seulement pour les tier 1, mais nous on travaille surtout avec des tier 2, tier 3. Est-ce que ça va être du coup une nouvelle ligne de recherche supplémentaire que vont devoir acheter par exemple les tier 3, ou vous imaginez déjà fusionner un peu ces différents besoins? Alors, alors déjà, moi, je ne développe pas le produit ESG de Bloomberg. Donc, je pense qu'il faudrait voir avec les product managers de Bloomberg. Ça peut être une autre session, même s'ils ne parlent pas français, donc je pense que ce serait sympa. Mais moi, je peux parler en tant que chercheuse, ce que je vois au niveau des différents acteurs, pas que Bloomberg, d'un point de vue objectif, plutôt de ce point de vue-là, moi, ce que j'ai vu se faire. Je pense que pour le moment, il n'y a pas vraiment de moyen de développer un outil pour la CSRD, à part de développer un outil taxonomie et un outil de PAI. Parce qu'on ne sait pas encore ce que les indicateurs de la CSRD seront. Il y a des développements, il y a des brouillons qui sont développés par les FRAG. Bon, vous voyez, il y a une vision, il y a ce genre de choses. Je pense que les gens qui sont au comité de l'EFRAG ou qui sont à la plateforme ont une vision de ce que ça va être, mais ça peut encore changer. Et puis, il ne faut pas oublier que le processus législatif en Europe, il est long. Et il implique beaucoup d'acteurs. Et on l'a vu avec la taxonomie. Il faut que ce soit voté au niveau de la Commission, il faut que ce soit voté au niveau du Parlement, il faut que ce soit voté au niveau du Conseil. Donc tout ça, ça prend du temps. Et à tous les moments, ça peut tomber à l'eau. Again, on l'a vu avec la taxonomie, on l'a vu avec l'intégration du gaz et du nucléaire. On peut avoir des gros chamboulements de situation. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que moi, ce que j'ai vu d'un point de vue des providers de données, c'est qu'il y a une volonté d'aligner, en effet, la taxonomie, c'est une chose seule. Les PAI, si on a vraiment un mapping des PAI au niveau des entreprises, ce qui est en train de se passer, je pense qu'on voit quand même pas mal de providers de données le faire. Si vraiment le CSRD demande le reporting des PAI, ça marche et c'est le genre de choses qui vont se faire. Après, pour le moment, je n'ai pas encore vu personnellement de package CSRD, SFDR, taxonomie, mais parce qu'on ne sait pas encore ce que la CSRD demandera, pour être honnête. Donc, je pense que ça va se développer au fur et à mesure. Merci beaucoup, Maya, pour ça. Du coup... Oui, pardon, Elisita. Oui, j'ai peut-être juste complété par rapport à, c'est vrai, on n'a pas encore vu, il n'y a même pas eu encore de consultation, on l'attend, c'est une question d'heure apparemment, pour le CSRD, il y a 3 semaines, IFRS a sorti sa consultation, donc CSRD ne va pas tarder non plus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça soit côté IFRS ou CSRD, ce qu'on voit, c'est que le volet climat est quand même le volet le plus mature pour en tout cas les entreprises, les émetteurs. Ce qui est vrai aujourd'hui, on sait très bien que l'ennemi public numéro 1 pour le climat, c'est le CO2. Donc quelque part, les indicateurs, on l'attend, mais il y a CDP, il y a GRI. Enfin, le brouillon qu'on a vu de l'EFRAG était très très mature. Après, encore une fois, c'est le mandat de l'EFRAG, c'est E, S et G. Donc, dans le E, il n'y a pas que le climat, il y a toute la partie biodiversité, il y a l'économie circulaire, enfin, tout ceci pour lequel les indicateurs, ça traîne parce que forcément, il n'y a pas vraiment de consensus comme on peut l'avoir sur le climat et le CO2. Donc, je pense que formater les data providers aussi ont du mal aussi à dire finalement que la biodiversité, ça va être ça, l'économie circulaire, ça va être ça. Et je pense que, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est vraiment le volet climat, un volet le plus mature. Et a priori, l'EFRAG a décidé de prendre les indicateurs CDP, on verra, c'est dans le brouillon.
Et c'est quelque chose qui nous semble quand même assez correct, en tout cas assez sérieux, de ne pas non plus réinventer la roue et prendre les indicateurs des agences les plus, on va dire, les plus sérieux et les plus regardés par investisseurs sur ces aspects climat. Il y a quelqu'un qui nous demande de développer sur les PAI. Peut-être qu'on pourrait au moins juste expliquer les PAI, c'est les Principal Adverse Impact. Donc, c'est des indicateurs qui sont demandés. Donc, il y a SFDR. En gros, si on doit expliquer les trois régulations, pour moi, c'est enfin, vous me dites si vous êtes d'accord, mais les trois régulations REN, c'est vraiment la taxonomie, SFDR et CSRD en ce moment. La taxonomie, c'est vraiment comme si on prenait une photo de la performance environnementale d'une entreprise à un moment donné. Donc, à quel point l'entreprise génère du business à partir d'activités vertes et à quel point elle investit dans les activités vertes par le CAPEX et l'OPEX, en gros. La CSRD et la SFDR, c'est des visions investisseurs-assureurs pour la SFDR, parce qu'on oublie souvent que les assureurs sont aussi là-dedans, et la CSRD pour les corporates, qui regardent le risque lié au développement durable. Et c'est l'idée que Elisa disait de la double matérialité, de dire, OK, à quel point mon entreprise ou mon investissement influence négativement le climat, la société, la gouvernance, et à quel point, donc il y a cette partie externalité négative, et l'autre partie, qui est une partie deuxième risque, à quel point l'environnement, le climat, la société, enfin les aspects sociaux et gouvernance impactent ma propre performance. Et les PAI, pour Sarah qui pose la question, en gros, c'est des indicateurs qui sont obligés d'être reportés par les investisseurs et qui viennent en gros, qui sont censés capturer la performance environnementale, sociale, le minimum de performance environnementale, sociale et de gouvernance des investissements. Et du coup, tu as hazardous waste ratio, à quel point tu investis dans les weapons, à quel point, quelle est ton intensité carbone, ce genre de choses. Sarah, elle a mis le lien. Et du coup, si tu veux, c'est vraiment des indicateurs purs et durs qui vont… Mais en fait, les investisseurs, comme ils doivent reporter là-dessus, sous la CSRD, on va se dire, bon, on va imposer aussi le reporting sur ces indicateurs pour qu'en fait, on puisse mettre les données ensemble. D'où la question de Hugo aussi de dire, est-ce que du coup, on peut mettre les deux ensemble directement quand on achète de la donnée? Ouais, parce que je confirme aujourd'hui, tout le monde reporte les PAI et s'aligne sur la taxo. Donc, en fait, moi, je vois toujours le côté pratique, quoi. Après, il y a ISAP aussi. Je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais normalement, ce qui va se passer, c'est que toute la donnée qui est capturée sous SFDR et sous CSRD, et puis la donnée de taxonomie, est supposée être créée d'une manière qui soit machine readable, donc qui puisse être ingérée facilement, et qui devrait finir sur une plateforme publique européenne de données. On va voir comment ça se passe. Peut-être que ça va mettre les providers de données out of business. J'ai souvent cette question, mais je ne peux pas y répondre. J'avoue. Je vous propose du coup de les reprendre dans l'ordre. Donc, on a une question qui est la suivante. Quid de la directive CSRD dans l'élaboration des normes mondiales de reporting ESG telles que ISSB? Est-ce que la directive européenne influence ou est influencée par les normes mondiales en développement? Moi, je réponds juste cette question de… Pas 2 heures. ouais, non, je réponds juste, je sais qu'il y a des discussions, mais je ne sais pas à quel point. Je ne sais pas si toi, Elisa, tu as une vision, mais je sais juste qu'il y a une volonté de s'aligner, mais… Les deux disent qu'ils se parlent, qui regardent ce que font, mais en fait, en vrai, c'est deux forces en présence avec une différenciation. La grande différence entre les deux, c'est que d'après ce qu'on voit, notamment sur IFRS qui vient d'en lancer une consultation sur les principes généraux et le volet climat, c'est que c'est quand même une norme qui sera orientée
100% investisseur, c'est-à-dire une entreprise, quels sont les risques de changement climatique qui pèsent sur l'entreprise, donc sur mon investissement. Alors que jusqu'ici, la vision européenne, c'est la double matérialité, c'est de pousser les entreprises à dire à la fois, oui, il y a un risque climat qui pèse sur mon entreprise, des actifs échoués, des stranded assets, l'adaptabilité, mais moi, en tant qu'entreprise, j'ai des externalités négatives. Et donc, comment j'évalue aussi ces impacts pour minimiser les externalités négatives et puis maximiser mon impact positif parce qu'il y a aussi des impacts positifs. C'est vraiment deux dogmes qui s'affrontent là-dessus et qui fait que l'IFRS peut nous paraître, nous, au niveau européen, un peu peut-être plus simple ou simplifié par rapport à ce que le CSRD va demander aux entreprises. On enchaîne, Elisa, une question pour toi. Comment EDF fait le suivi des données de ses offres ESG pour leurs clients finaux? Alors, oui, je pense comprendre parce qu'il y a la question est posée deux fois, donc quand je fais le cumul des deux, elle devient plus compréhensible. En fait, alors, il y a deux choses. C'est de dire finalement ce que cherche un client final, que ce soit plutôt on va dire résidentiel, un grand compte, c'est de l'énergie, l'électricité bas carbone, parce que les clients eux-mêmes sont, sont redevables à leurs parties prenantes, à leurs investisseurs pour dire finalement l'énergie consommée, est-ce qu'il est bas carbone ou pas. Et donc là-dessus, on a effectivement un avantage compétitif de dire qu'il y a 91% de notre électricité vendue qui est sans CO2 et en France, ce chiffre va jusqu'à 97% parce que, comme vous pouvez voir, le nucléaire et les renouvelables sont très présents dans le mix énergétique au niveau France et puis bien sûr EDF qui est un acteur majeur. Après, ça, c'est une fois qu'on a dit le côté climat, sur tout ce qui est aspect, on va dire, S élargi ou même biodiversité, les devoirs de vigilance, les achats responsables, les développements responsables, les droits humains. On a en fait aujourd'hui une plateforme, un organisme qui s'appelle EcoVadis, qui est sur lequel nous sommes inscrits parce que en fait c'est à la demande de tous nos clients, les grands comptes, qui demandent à ce que ça soit dans nos appels d'offres, qu'au niveau prospect, au niveau renouvellement de l'offre, on puisse montrer notre analyse et notre score EcoVadis. Et donc là-dessus, on a un très bon score, hein. On fait partie des 1% meilleures entreprises sur les aspects E, S et G. Et bien sûr, il faut apporter la preuve de tout ce qu'on dit, donc les documents publics, le rapport des auditeurs. Et ça, c'est une exigence forte de la part des grands comptes aujourd'hui qui cherchent à avoir un partenariat durable avec EDF. Merci Elisa. On enchaîne avec une question de Aude. L'obligation de publication du bilan carbone est-elle une spécificité française? Est-ce le même scope d'entreprise que pour la DPEF? Qui va ou... Non, vas-y. Moi, je peux parler au niveau international, mais la DPEF, je ne sais pas. Alors, ce qui est au niveau national, ce qui est obligatoire, c'est le scope 1 et le scope 2. Et hautement recommandé, c'est le scope 3. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune obligation de faire le scope 3. Et même le bilan de carbone, nous, on le fait par rapport à vis-à-vis de nos parties prenantes et on veut que ça soit tous les ans. Donc on fait le scope 1, le scope 2, le scope 3. Mais de mémoire, en France, il y a le bilan de carbone est obligatoire que tous les 4 ans. Si on prend vraiment le côté strict réglementaire. Et je trouve ça, alors là pour le coup, c'est très dommage, c'est vraiment pour nous l'angle mort qui doit plus être l'angle mort, c'est le scope 3, parce que aujourd'hui, si on veut atteindre la neutralité carbone au niveau national, au niveau de l'entreprise, c'est les scope 3, enfin nous par exemple, c'est notre scope 3 qui est beaucoup plus émetteur que notre scope 1 et 2 qui est insignifiant, et donc c'est
en tout cas sur le plan de volontaire, on fait le scope 3, mais majoritairement, il n'y a pas eu de scope, on nous demande pas le scope 3, et même SOSBI, je suis au niveau de board de SOSBI, ils demandent que le scope 1 et le scope 2. Pour l'instant, le scope 3 est assez optionnel, et ce qui est dommage parce que du coup, c'est là qui fait que ça prêche chez les pétroliers également. J'allais répondre la même chose, mais en même temps, je pense pas que ça va changer. Enfin, on l'a vu au niveau international aussi pour répondre à cette question. Le bilan carbone, il commence à être demandé. Là, il y a des lois qui sont passées au Royaume-Uni, par exemple. Donc, au niveau européen, je pense qu'avec SFDR et CSRD, ça va arriver aussi. On voit aux États-Unis, il y a eu une nouvelle législation qui a été proposée par la SEC. Pour rebondir sur ce que Elisa disait, on n'est pas du tout sur une volonté de double matérialité, on est sur une volonté de simple matérialité, donc voir ce qui impacte les investisseurs. Et le scope 1 et le scope 2, pour le moment, sont demandés. On ne sait pas comment ça va se passer parce qu'aux États-Unis, il y a tout un processus qui est moins législatif, mais qui est plus est-ce qu'il va y avoir des procès contre la demande de la SEC? C'est plutôt ce qui va se passer. Mais le scope 1, scope 2, pour le moment, sont mandatés. Et le scope 3, que si le scope 3 est substantiel. Donc, en fait, c'est un comply or explain. Donc, comme Elisa disait, je ne pense pas que... Voilà. C'est le gros problème. Mais je pense que ça va être la partie difficile à faire passer pour le coup. Au niveau international. Juste un petit complément. En France, quand on voit quand même, c'est là où aussi c'est fâcheux de voir que ça soit les magazines Challenge ou Le Point exposent les intensités carbone ramenées au chiffre d'affaires des différentes entreprises, et on voit très bien qu'ils prennent le scope 1 plus le scope 2 divisé par le chiffre d'affaires. Alors vous imaginez bien que plus on n'a pas de scope 3 et plus le chiffre d'affaires est grand, mieux on est placé, et ça ne veut absolument rien dire pour le côté vertueux des entreprises en faveur du climat. Donc ne regardez pas trop ce classement un peu grand public parce que ils sont trompeurs malheureusement. On a une autre question d'Aude. Peut-on faire un récapitulatif des obligations de publication extra-financières pour un corporate français à date, aujourd'hui? Je pense que tu sauras mieux que moi, Elisa. Écoute, nous, aujourd'hui, la fameuse DPEF, c'est à partir de 500 employés, je crois. Hein, donc, effectivement, on est dedans, ce qui va descendre à 250, ce que tu disais, Maya. Et puis, à part ça, pour un grand corporate, même au niveau de la stratégie nationale bas carbone de la SNBC, on pensait que quelque chose allait devenir réglementaire chez nous. On l'a fait quand même dans notre URD, mais même cette publication n'est pas, en tout cas, pas obligatoire. Donc, je dirais vraiment, pour rester simple, c'est la DPEF pour les entreprises qui ont plus de 500 employés, en fait. Absolument. Peut-être je suis allée chercher le chiffre précis pour qu'on l'ait. Donc, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est toujours 500 salariés. Ensuite, il faut ajouter à ça un chiffre d'affaires, soit 40 millions, absolument, ou un total bilan plus de 20 millions quand on est coté. Si jamais on est non coté, c'est un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros ou un total du bilan à 100 millions d'euros aussi. Donc, effectivement, c'est quand même des seuils qui sont assez élevés et malheureusement, dans le temps, ils vont réduire. De plus en plus de monde va être concerné et effectivement, ça va aussi concerner de plus en plus certaines filiales. On avait une question aussi sur effectivement les structures à l'extérieur, comment ça va se passer. Je pense que c'est en cours de grandes négociations sur le sujet et il va y avoir forcément des évolutions. Mais voilà, les seuils aujourd'hui, c'est cela. J'ai remis les seuils de la CSRD au cas où pour ceux qui veulent, mais je les ai mis dans le slide, donc vous les verrez aussi dans le deck. On a une autre question pour toi, Elisa, mais je ne suis pas sûr de la comprendre. Comment EDF se prépare à la publication d'un reporting intégré et comment prioriez-vous ce chantier? C'est quoi un reporting intégré? Alors, en fait, donc ça existait, hein, ça existe toujours aussi en parallèle de la fameuse DPEF.
la volonté initiale, c'était de dire il n'y a pas le financier et non financier d'un côté, et donc la performance effectivement est intégrée. Donc il faudrait mettre à faire un rapport qui fait état à la fois de, on va dire, des états financiers et de la performance extra-financière. Sauf que jusqu'ici, en fait, en tout cas, nous, on l'a jamais fait en tant que tel. On mettait devant, au début de notre URD, les chiffres clés financiers, extra-financiers, et les autres entreprises, en fait, qui le faisaient jusqu'ici, sur la base de volontariat, encore une fois, c'était pas une vraie intégration, c'était une juxtaposition, en fait, des données financières et extra-financières, parce que jusqu'ici, il n'y avait vraiment pas de guide, de guidance par rapport à ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qu'on va aller de plus en plus, c'est que déjà, quand Maya a parlé de NFRD qui était non-financial et on passe à CSRD, Corporate Sustainable, c'est que quelque part, on va vers ce reporting intégré parce qu'il n'y a pas d'un côté non-financial et financial, il y a un reporting de durabilité. Et le premier pas qu'on a fait cette année en tant qu'EDF et pas mal d'autres entreprises vers vers un vrai reporting intégré, et encore une fois, je ne parle pas de juxtaposition des chiffres, je parle d'intégrer, c'est la taxonomie. Parce que pour la première fois, on a travaillé avec notre direction comptable, normes et comptables, on a screené tous les comptes, toutes les activités d'EDF telles qu'elles sont exprimées et explicitées dans les comptes au regard de leurs critères de durabilité de la taxonomie. En revanche, en l'occurrence, l'objectif sur la mitigation de changement climatique et adaptation. Donc, quand on parle de la taxonomie, quand on a ces chiffres-là, on va dire 44% de mon chiffre d'affaires, 66% de mes CAPEX sont alignés finalement. Ce sont des chiffres financiers qu'on disclose, qui ont été revus au prisme de la durabilité. Donc, c'est le vrai pas, le vrai premier pas vers un reporting intégré. Ok, super intéressant. Quelles seront les obligations des filiales dont les maisons mères sont hors Union européenne? Ça, c'est une grosse question. Parce que même sur la taxonomie, c'est pas tout à fait clair. Il y a des FAQ qui arrivent pour venir analyser ça. Pour le moment, c'est un reporting global. Donc, c'est un reporting qui prend en compte toute l'entreprise. BINEF pense qu'il y a certaines entreprises qui vont jouer avec le texte. Il va falloir voir le reporting, mais normalement, c'est la même chose que pour la taxonomie. C'est un reporting global et les filiales sont intégrées. Il y avait les mêmes discussions sur la taxonomie au moment alors, principalement pour l'évaluation de no significant harm et substantial contribution. C'était des discussions sur est-ce que la filiale hors Union européenne fait partie des mêmes thresholds et tout ça. Et pour le moment, oui. Mais je pense que ça va être amené à discussion. Et puis après, il faut voir aussi le risque de réputation. Comme disait Elisa, en fait, ça dépend si vous voyez l'exercice comme un exercice de compliance ou si vous voyez l'exercice comme un exercice de reporting vis-à-vis de vos investisseurs, vis-à-vis de vos créditeurs, si c'est quelque chose où vous le voyez comme une opportunité aussi de décrire de la performance ESG de l'entreprise. Et je pense qu'on va avoir des grosses différences entre les entreprises à ce niveau-là. Alors, si je peux me permettre, puisqu'on est dans un écosystème investisseur, c'est ce que moi aussi je vois côté émetteur par rapport à un investisseur qui nous sollicite pour faire le tick the box et un investisseur qui a vraiment envie de savoir c'est quoi notre contexte, c'est quoi le challenge et qui demande un call parce qu'effectivement, on répond à beaucoup de questionnaires et quand nous, on demande alors ce questionnaire bien, pas bien et tout,
on n'entend même plus parler de la personne qui nous avait interrogé. Donc, pourtant, c'était quand même un fond assez intéressant et important. Et donc, non, il y a des gens qui viennent, eux, ils demandent pas de questionnaire, mais c'est 2 heures d'entretien et c'est tous les ans, on reporte. C'est vraiment le dialogue actionnarial aussi, hein, il n'y a pas que le côté compliance ou pas, on peut très bien maintenant, moi je les remarque très bien, en fait je les reconnais, c'est quoi les questionnaires tick the box ou c'est quoi les questionnaires qui commencent une nouvelle histoire de dialogue et de partenariat avec les investisseurs. Donc c'est vrai que c'est des deux côtés, ça marche. Pourquoi avoir utilisé une directive plutôt qu'un règlement? Alors, sujet politique. Vous écoutez. Oui, Alors, ça, no comment. Je propose de poser la question à Ursula von der Leyen, en fait. Ça dépend pas de nous. Et Hugo, on ne t'entendait plus, je crois que tu as essayé de nous dire Non, quelque bah chose. oui, bah j'enchaînais en fait. Donc Vas-y, la vas-y. retranscription dans les lois nationales de la directive va faire que ni le scope ni les données seront uniformisés dans les différents États membres. Donc c'est plutôt une remarque. Les critères de la directive sont des minima. Question. Le nombre d'employés qui sert de critère à l'assujettissement des sociétés ne pourra être supérieur à celui fixé de 250, car Ouais. cela réduirait le nombre de sociétés assujetties et donc la portée de la directive. Ok. Comment une entreprise comme EDF fait-elle pour passer d'un suivi de la performance financière à un suivi des performances? Je pense qu'on... Oui, rapidement, en fait, il y a deux choses. C'est finalement comment on fait pour que nos données extra-financières puissent être aussi fiables, auditées et auditables que des données financières. Donc là, effectivement, au sein de mon équipe, j'ai fait appel à des compétences financières, des consolideurs qui consolidaient les euros et maintenant qui consolident des millions de tonnes de CO2. Donc, il y a un vrai changement d'état d'esprit. Et après, dans la valorisation, ce qui est important, et ce que j'ai expliqué, c'est que on fait porter depuis 1 an les messages ESG, les faits marquants ESG en même temps que nos différents résultats financiers, que ce soit au niveau trimestriel, semestriel, annuel, etc. Et que c'est notre PDG ou directeur financier qui rendent compte, de la même manière qu'ils rendent compte les BDA, ils rendent compte des indicateurs ESG. Et ça montre en fait que ce qui est notre conviction, c'est on veut parler au marché en disant que la performance n'est pas la performance financière, n'est pas seulement la performance ESG. Donc c'est cette vision intégrée qu'on prône à travers nos publications. C'est clair. J'ai une question polémique, amusante. La RSE devient-elle le nouveau politiquement correct? Et ne sommes-nous pas en train de fabriquer des ayatollahs de la finance verte? Je pense que chacun a sa position. Non, mais peut-être un mot sur le sujet, Hugo. La première chose, c'est effectivement, il y a plein de buzzwords dans cette question. On va les prendre un par un. Politiquement correct, ça voudrait dire qu'on parle de morale. Je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est pas de la morale, c'est de la gestion des risques. Donc effectivement, on peut avoir un point de vue, mais aujourd'hui, la raison pour laquelle on a des réglementations qui se mettent en œuvre, c'est pour répondre à des enjeux qui sont, eux, très objectifs. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la limitation des ressources naturelles et des capacités de la Terre à nous fournir pour qu'on puisse continuer de profiter. C'est très factuel et donc fatalement, oui, on en a besoin et oui, il faut le faire, mais par raison et pas par enjeu politique ou par débat écolo. C'est vraiment pas le sujet. Et le deuxième, c'est que Ayatollah, c'est encore très religieux, mais ça voudrait sûrement dire qu'on est en train de parler de façon de choses subjectives, de croyances. Donc non, c'est pas des croyances, c'est plutôt des choses très factuelles et restons justement dans un cadre scientifique, suivons ce que nous disent les scientifiques sur le sujet, parce que dans ce cas-là, la base, c'est lire les rapports du GIEC, c'est-à-dire que si les scientifiques nous le disent, faisons-leur au moins confiance, et sur cette base-là, essayons de trouver des solutions très pragmatiques et objectives pour y répondre. On n'a peut-être pas besoin d'ayatollah, par contre, c'est clair, on a besoin de figures d'autorité, de guides, de structures qui prennent les devants et qui prennent le leadership pour inspirer les autres, ça c'est clair. Donc justement pas des ayatollahs, mais en tout cas un certain nombre de structures leaders pour porter les autres, ça c'est sûr, on en aura besoin. Ayatollah est souvent ici utilisé comme terme d'extrême.
Et donc je pense qu'aussi la question c'est, est-ce qu'on va pas trop loin, trop vite? Et voilà, après, à chacun d'y répondre, quoi. Voilà, rapport du GIEC pour ma part, j'ai qu'une seule réponse, est-ce qu'on va pas trop vite? Peut-être qu'on va peut-être même pas assez vite, je le crains, mais voilà. On va au rythme où on peut en tout cas et on fait du mieux pour que ça aille bien derrière, quoi. Alors je pense qu'on va réussir à être exhaustif. Existe-t-il des tableaux de correspondance entre les différents frameworks ESG? Moi, genre, en fait, nous, on en publie. Si vous voulez, prenez juste. Instant promo. J'ai pas fait d'instant promo depuis le début, mais si vous voulez, eh ben, juste lisez notre recherche. Enfin, souscrivez à notre recherche et vous aurez ce genre d'analyse. Ouais, c'est un peu mon travail. Voilà, lisez les annexes des rapports de Elisa et vous retrouverez des tableaux de correspondance grâce aux travaux des équipes d'EDF aussi. Sur SOSBI et TCFD, oui, ça, on le fait aussi, sur GRI aussi, donc vous pouvez, c'est vrai que vous pouvez trouver, mais en fait, sur le climat, le socle est vraiment aujourd'hui la TCFD. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maya, mais quelles que soient après les orientations qu'on prend, le cadre de référence reste le fameux TCFD. Et c'est là où, par exemple, SOSBI a construit, parce que SOSBI il a proposé des indicateurs par rapport à TCFD. Donc, je pense qu'il y a des correspondances qui existent un peu partout. Ouais. Ouais, je pense, et puis avec l'ISSB, je pense que ça va être leur travail aussi. Mais je suis contente qu'on soit d'accord sur la TCFD. J'avais peur d'être un peu biaisée, mais en fait, oui. Après, la TCFD, bon, c'est un rapport qualitatif. On en a déjà parlé, mais c'est plus un contexte, en fait. C'est comment regarder le problème climatique. Et puis après, les indicateurs, voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a été exhaustif. Sarah, je parle sous ton autorité, mais il est 1h17. Je pense que c'était vraiment extrêmement intéressant. J'espère que vous avez appris plein de choses. Ça a été assez précis, donc évidemment, on va vous envoyer les slides derrière. Si vous voulez discuter avec Elisa ou Maya, que ce soit sur les offres ou préciser des questions, n'hésitez pas à passer par nous. On s'en fera, ce sera un plaisir de diffuser l'information. Et puis, merci Elisa, merci Maya. C'était merci à vous. Vraiment intéressant. Pour le coup, je ne suis pas fanatique de la réglementation, mais c'était vraiment intéressant. J'ai l'impression que tu as parlé avec des gens qui étaient plutôt positifs sur la réglementation, donc c'est intéressant. Non, mais vraiment. Nous, si tu veux, nous, au quotidien, on voit ça comme une contrainte parce qu'on a le milieu des données, du reporting, etc. Et c'est intéressant d'avoir un peu du cadre, de la prospective et de se dire pourquoi on fait tout ça et quelles sont les règles sur lesquelles on réfléchit, quoi. Voilà. Donc, le danger, c'est que ça ne devienne pas une fin, comme je le disais. Enfin, c'est un moyen en fait, pour progresser. Mais il ne faut pas que ça soit une fin en soi, parce que même le reporting, d'ailleurs, à partir du moment où le reporting est une fin en soi, c'est là où on risque d'irriter les entités, ne pas avancer vraiment. Mais après, il faut un cadre. Et c'est là pour moi où est le risque du politiquement correct, pour revenir sur la question, parce que si le reporting est une fin en soi, évidemment, tu vas truquer ton reporting pour avoir les bonnes pastilles, quoi. Mais voilà, je pense que c'est ça le sujet aussi à éviter à l'avenir. Mais bon. Merci beaucoup, Sarah, ou peut-être Elisa, Maya, vous vouliez ajouter quelque chose Peut-être un mot de la fin, il y a une dernière question et elle est pertinente. Effectivement, quel sera le thème du prochain webinaire? Une vraie question pragmatique. On se retrouve dans le courant du mois de mai. Ce sera un lundi, contrairement aux habitudes, du fait des différents ponts et des congés de chacun. Donc, ce sera le 3e lundi de mai de mémoire et on discutera avec une société de gestion et un fournisseur de données sur le marché des micro-caps, donc les petites capitalisations, justement, toutes les petites structures quand on est un investisseur, comment on dialogue, comment on obtient de la donnée, de qualité idéalement, et comment on fait justement pour ne pas sortir du périmètre des sociétés qui, du fait de leur taille, reportent peut-être un petit peu moins que les grandes, justement, et pour continuer de faire le pari d'investir à leur côté
quand ça vaut le coup et quand les enjeux ESG sont au rendez-vous. Voilà la thématique du prochain rendez-vous. Et puis merci Elisa, Maya, ça a été un plaisir de vous accueillir toutes les deux. On a parlé réglementation et pourtant c'était optimiste, c'était plutôt clair. Je crois que tout le monde a compris. Donc c'est une super nouvelle. Merci pour votre pédagogie. On a passé un super moment et j'espère qu'on pourra vous accueillir à nouveau très bientôt. Merci. Maya, on vient bientôt à Londres, on te prévient cette fois. Cette fois-ci, prévenez-moi, ce serait bien, ce serait sympa. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.